Et on se penche dans cette page web sur la journée mondiale contre la censure sur Internet. C'était cette semaine, plus précisément lundi dernier, le 12 mars, l'occasion de faire le point dans ce magazine avec vous, Amaury Baradon, sur l'état de la censure sur la toile et les moyens mis en œuvre pour la contourner. Ce 12 mars, c'était comme chaque année la contre la censure sur... Oui, c'est ça, la journée mondiale contre la censure sur Internet, qui fêtait d'ailleurs ses 10 ans. Une censure qui, sur Internet, peut prendre des formes plus automatisées, avec des armées de bots, de robots informatiques, plus ciblées ou plus insidieuses, utilisant par exemple à son avantage les règles de modération de certains réseaux sociaux. Oui, les censeurs s'adaptent eux aussi, et les savoirs se transmettent. L'Éthiopie se serait ainsi formée auprès de la Chine. On fait le point cette semaine en compagnie d'Élodie Vial, responsable du bureau journalisme et technologie à Reporters sans frontières. Alors tout d'abord, de quelle façon la censure sur Internet a-t-elle évolué ces dernières années ? Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de censure sur Internet avec des méthodes qui sont connues mais qui se renouvellent sans cesse. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire des cyberattaques lancées sur des sites. On a des sites qui se retrouvent bloqués. Ça, c'est une méthode assez classique. On a aussi tout simplement, on coupe Internet quand on estime que les informations qui y sont diffusées ne conviennent pas. Ça peut être aussi parfois simplement ralentir Internet, c'est-à-dire qu'on va voir que des vidéos ne chargent plus sur les réseaux sociaux. Et puis apparaissent de nouvelles menaces qui portent davantage sur les contenus. Vous avez plein de médias indépendants qui existent grâce aux réseaux sociaux. Eh bien, la censure va se déplacer sur ces plateformes-là. Vous avez des armées de trolls mises en place par des gouvernements qui ont pour objectif d'aller quelque part noyer le contenu journalistique sous des campagnes de désinformation en ligne dans le but de décrédibiliser leur message. On estime qu'il s'agit là d'une forme de censure. D'où l'intérêt d'éduquer aussi chacun à déceler les fausses informations sur Internet. Et ce que dénonce notamment Reporters sans frontières cette année, c'est que les gens du web collaborent parfois de manière active avec des régimes autoritaires. Alors nous avons constaté plusieurs cas de censure, de contenus postés, des comptes bloqués. Facebook est pointé du doigt sur la manière dont la crise par rapport aux Rohingyas est gérée. Facebook accusé de laisser se développer le contenu haineux en ligne et de censurer des comptes qui rapporteraient la situation vécue par les Rohingyas. Pareil, les blocages de comptes de Facebook au Cachemire. Récemment, l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, Navalny, a posté une vidéo sur YouTube qui dénonçait des cas de corruption. Il se basait sur des photos Instagram. Et à la suite de ça, Instagram a accepté de retirer les photos qui permettaient d'étayer les faits de corruption. Et YouTube, qui a été également saisi par l'autorité de régulation russe, n'a pas retiré la vidéo dans laquelle Navalny, l'opposant, s'exprimait. Donc on voit bien que les plateformes parfois résistent, souvent courbent les chines. Le fait est qu'on est là aujourd'hui face à des entreprises privées, mais qui ont un rôle d'intérêt général. Dans la distribution de l'information, il faut qu'ils prennent en compte la responsabilité qui est la leur. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est ne faites pas d'excès de zèle, ne sacrifiez pas en effet la liberté de l'information contre la préservation de quelque part de marché. Plus globalement, quels sont les pays les plus touchés et ceux où la situation s'est particulièrement dégradée ? On parle souvent de la Corée du Nord, de la Turquie aussi dernièrement, mais il y a d'autres exemples. Sans surprise, ce sont notamment les pays qui figurent dans les derniers de la classe en termes de respect de la liberté de la presse, qui sont aussi ceux qui censurent le plus, comme par exemple l'Égypte, où de nombreux sites sont bloqués, où de nombreux activistes sont bloqués sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez tous ces pays qui tentent en fait de mettre en place des sortes de grandes murailles électroniques, comme la Chine par exemple. Un pays où là, l'an passé, ça a été quand même assez choquant, c'est l'Inde. Internet a été coupé 29 fois. Vous avez également le Cameroun anglophone, où Internet a été coupé 93 jours, un record l'an passé. Nous, ce qu'on dit aux dirigeants, c'est vous tirez un peu une balle dans le pied accessoirement parce que c'est un drame pour l'économie du pays, mais c'est surtout un drame pour les droits humains et la liberté de l'information. Et puis nous disons aussi aux opérateurs qui répondent aux demandes des autorités, mais qui du coup acceptent d'exercer cette censure, de faire attention aussi parce qu'ils doivent répondre aux demandes de leurs usagers qui ont payé pour avoir Internet. Et dès qu'un gouvernement demande à couper Internet, l'opérateur s'exécute. Comment luttez-vous contre cette
cette censure sur Internet ? RSF agit de son côté. Nous débloquons des sites qui ont été bloqués. Concrètement, nous créons une sorte de copie du site qui permet aux gens qui n'ont plus accès aux médias d'y avoir accès. Cette année, nous avons débloqué 3 nouveaux sites au Burundi, à Oman et en Iran. Au total, ce sont 24 sites indépendants qui sont censurés dans leur pays et qui continuent d'exister grâce à Reporters sans frontières. Merci Elodie Vial, responsable du bureau journalisme et technologie à Reporters sans frontières. Une opération que vous pouvez vous-même aider financièrement, nommée Collateral Freedom. Les duplicata des sites censurés sont hébergés sur des serveurs des géants du web. Il n'est donc pas possible pour les autorités de censurer ces sites sans couper l'accès à ces géants et donc sans se nuire à eux-mêmes. Allez, on se déconnecte provisoirement. À la semaine prochaine.